Bonjour à tous, j'ai de nouveau l'honneur d'accueillir le colonel Douglas MacGregor, expert de la Russie, de l'Ukraine et de la géopolitique mondiale. Colonel, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Cyrus Janssen, merci pour l'invitation. Colonel, nous avons le monde entier qui regarde. Washington, District de Columbia. Nous avons assisté à une rencontre exceptionnelle entre Poutine et Trump en Alaska. Tous les dirigeants européens sont à Washington, District de Columbia pour voir Trump. Quelle était votre première réaction aux récents événements entre la Russie et l'Ukraine sous les yeux du monde entier et se demande si nous allons réellement voir la fin de cette guerre? Eh bien, c'est la question cruciale. Je pense que la guerre touche à sa fin. Un événement en Alaska ou à Washington maintenant ne signifie pas forcément la fin de la guerre. Le front, en Ukraine, s'est effectivement effondré. Il n'y a tout simplement plus d'êtres humains pour tenir les fortifications et les défenses. Personne pour porter des armes et aller au combat pour défendre ce régime à Kiev. Donc je pense qu'à ce stade, c'est en quelque sorte une opération de nettoyage. Parce que les Russes veulent s'assurer que rien n'est laissé derrière eux. En d'autres termes, à mesure qu'ils avancent, ils veulent être certains qu'il n'y a aucune résistance derrière eux, tout comme devant eux. Donc je pense que cela est assez clair. Cela va donc arriver à une sorte de fin. Je pense que ce que nous avons vu en Alaska diffère de ce que beaucoup attendaient. Je pense que les Russes ont clairement indiqué que leur position reste effectivement inchangée. Et vous vous souviendrez qu'il y a cette prétendue volonté de soi-disant échanger des territoires. Eh bien, cela n'a jamais été vrai du tout. Mais ce que les Russes ont dit, c'est qu'ils seraient prêts à envisager des ajustements concernant la position des troupes à Kherson et à Zaporizhia. Ces régions sont au sud-ouest de l'est de l'Ukraine, c'est tout. Sinon, je pense que le président Trump est reparti en comprenant que l'Ukraine devra rester neutre, qu'elle ne pourra jamais rejoindre l'OTAN. Et les Russes n'accepteront rien de moins que cela. Et ils veulent que ce régime disparaisse. Ils ne permettront pas à un régime de rester au pouvoir s'il est incurablement hostile à Moscou. Ils veulent éviter de refaire cette guerre dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Pour la première fois concernant Washington, j'ai ressenti un peu de sympathie pour les mondialistes occidentaux qui dirigent la situation en Europe. Parce qu'il m'a semblé que le président Trump avait organisé sa propre émission de télé-réalité privée, car tout cela a été diffusé. Ces personnes sont arrivées en file indienne, se sont toutes assises là, représentant ce que l'on appelait ouvertement des États vassaux, et écoutaient tout ce que disait Trump. Et Trump les a écoutés, et a été relativement poli, mais il a en grande partie rejeté la plupart de ce qu'il disait. Et il a essayé, je pense, de réitérer ce qu'il avait appris lors de la conférence avec le président Poutine. Et je pense que Zelensky a déjà absolument désavoué toute volonté de coopérer, quelle qu'elle soit, dans un quelconque arrangement territorial. Cela ne lui rend pas tout, ce qui est absurde, et tant qu'il reste attaché à cela. Je ne pense pas qu'il y aura une quelconque fin formelle à quoi que ce soit. Mais je pense qu'il a certainement de grandes chances d'être réveillé par les Russes à Kiev. Et je pense que cela pourrait absolument arriver à moins qu'il n'y ait soudainement un changement radical. Il disparaît. Une autre personne se présente pour représenter les restes et négocier directement avec les Russes, en qui il pense pouvoir avoir confiance. Et c'est un gros problème ici. La confiance. Pourquoi les Russes feraient-ils confiance à quelque chose? Et, vous savez, le président Trump a fait un commentaire ces derniers jours que j'ai trouvé incroyablement stupide. Pour être franc, il a parlé d'Américains, faisant potentiellement partie d'une sorte de force sur le terrain, en Ukraine, à la suite de tout arrangement de sécurité. Eh bien, c'est une impossibilité. Ils viennent de mener une guerre pour s'assurer que rien de tel n'arrive. Je ne suis pas sûr qu'il soit clair dans sa tête, mais je sais que M. Poutine sait exactement ce qu'il veut. Et c'est ce qui va se passer. Colonel, je veux parler de cette différence entre un accord de paix et un cessez-le-feu. Ces deux mots ont été évoqués. Et c'est en fait une partie très cruciale de tout cela. Parce qu'il semble que Trump soit très disposé à accepter que Poutine appelle cela un accord de paix plutôt qu'un cessez-le-feu. Pouvez-vous expliquer simplement au public la différence entre un cessez-le-feu préféré par l'OTAN et un accord de paix souhaité par Poutine? Eh bien, un cessez-le-feu n'implique aucun arrangement. Simplement ce que vous entendez. Un cessez-le-feu. Arrêtez de vous tirer dessus. Et cela signifie qu'il n'y a aucune restriction sur ce que chaque camp peut faire.
Cela signifie qu'en plus d'évacuer les blessés, vous pouvez aussi amener de nouvelles forces, de nouveaux équipements, de nouvelles capacités. Un cessez-le-feu signifie simplement que nous convenons tous d'arrêter de nous battre à une heure précise. Mais combien de temps cela durera-t-il? Vous savez, tant que les deux parties sont prêtes à le faire. Il n'y a rien de permanent là-dedans. Il n'y a rien qui contribue nécessairement à un accord de paix. C'est finalement ce que, du moins, le président Trump dit vouloir et ce que le président Poutine veut. Vous pouvez continuer à vous battre tout en négociant un traité de paix. Certains trouvent cela inhabituel, mais ce n'est pas le cas. Cela s'est produit souvent dans de nombreuses guerres où l'on disait « parlons en nous battant ». Et bien sûr à chaque arrêt des combats, où que nous soyons, en fonction des accords de paix que nous avons conclus, nous les respecterons. Mais pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'accord qui stipule certaines conditions, où passera la frontière? Qui est responsable? Et ainsi de suite. Nous continuerons à nous battre. Il n'y a rien de mal à cela. C'est tout à fait logique. Et c'est le fonctionnement standard, si vous voulez, dans l'histoire européenne. Pas « oh, instaurons un cessez-le-feu ». Rappelez-vous que les Allemands ont négocié avec les Alliés bien avant d'avoir un cessez-le-feu le 11 novembre. Le cessez-le-feu qui a lieu à 11 heures le 11 novembre 1918 est le résultat d'un accord de paix. C'est intéressant, colonel. Je remarque un changement dans cette rencontre entre Trump et Zelensky. Vous savez, par exemple, lors de sa dernière visite à la Maison-Blanche, il y a eu de toute évidence une démonstration très publique de Trump, vous savez, qui disait clairement à Zelensky « Vous n'avez pas les cartes, vous n'êtes pas en position ». Beaucoup pensaient que Trump avait abandonné Zelensky, mais la situation paraît désormais très différente. Vous savez, on a vu Zelensky maintenant, il a troqué son T-shirt contre un costume, je pense que tout le monde a trouvé ça amusant. C'était clairement une réunion beaucoup plus positive pour Zelensky et les Européens. Mais qu'en pensez-vous? Comment Zelensky et les Ukrainiens perçoivent-ils les récents développements de la Maison-Blanche? Les considèrent-ils positivement? Se sentent-ils optimistes pour l'avenir? Comment interprétez-vous cela? Eh bien, d'après mes informations, les Ukrainiens souhaitent la fin de la guerre. Je reçois aussi de nombreux témoignages montrant que beaucoup veulent se débarrasser de M. Zelensky. Il n'est pas du tout populaire. Il a envoyé 18 millions de soldats ukrainiens mourir dans une guerre inutile et perdue d'avance. Alors, à quel point cet homme peut-il être populaire? La police secrète est présente partout, tentant de forcer les gens au service militaire. Des femmes au foyer, mères, filles, fils, tous sortent, protéger leur famille et se débarrasser de la police secrète. Je pense que la question pour l'Ukraine, c'est que nous voulons que cela finisse. Si nous devons renoncer à quelque chose, nous sommes prêts, car il faut mettre fin à cette guerre. Je suis certain que les Ukrainiens ont été amenés à croire que tout ce qui est sur cette carte leur appartient définitivement. Nous savons tous comment et pourquoi cette carte insensée a été dessinée à l'époque. Ce n'est cohérent avec rien, ni histoire, culture, ethnie ou langue. Et je pense qu'il y a des Ukrainiens plus âgés qui le savent. Mais au final, je pense que les Ukrainiens veulent simplement que cela prenne fin. Maintenant, les Européens. Si j'étais un Allemand en train de regarder ça, je serais écœuré au plus haut point. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait? Max fait penser à un enfant en maternelle demandant la permission de parler. Il parle, il dit quelque chose avec lequel Trump n'est pas d'accord, et on lui dit essentiellement « Merci beaucoup de votre intérêt pour la conversation. Retourne dormir. » Si tu regardes Giorgia Maloney, elle me fait toujours rire parce qu'elle lève toujours les yeux au ciel et penche la tête d'un côté. Comme, qu'est-ce que je fais ici? Quel est le but de tout ça? Eh bien, Giorgia est celle qui a un peu de bon sens. Elle veut sortir de l'Union européenne. Eh bien, l'Union européenne s'est révélée être une tyrannie. Tout le monde déteste ce truc parce qu'il ne se contente pas d'organiser le commerce transfrontalier. Ils veulent dicter ce que tout le monde doit faire dans toutes leurs écoles. Comment ils vont vivre? Quelles sont censées être leurs soi-disant valeurs? L'Union européenne est une catastrophe. Elle disparaîtra avant l'OTAN, qui suivra ensuite. Tout cela, à mon avis, marque la fin. La fin de l'hégémonie américaine en Europe. La fin de la subordination européenne, si vous voulez, à la direction nationale des États-Unis. Maintenant, je suis sûr que ce n'est pas ce que le président Trump voulait, ou ce qu'il pense, mais c'est vraiment ce que c'est.
Et je pense que la plupart des personnes dans cette salle seront balayées dans un avenir proche, lors des élections. De nouvelles personnes vont arriver et dire « C'est fini, nous devons décider de notre propre avenir ». Qui va déterminer le destin de l'Allemagne, de la Pologne, de la France, de l'Italie? Ça doit être les gens qui vivent dans ces pays. L'autre chose, c'est que personne ici ne semble comprendre cela. Les personnes qui ont le plus à perdre en ce moment n'étaient même pas représentées à la table. Qui sont les personnes qui partagent une frontière avec l'Ukraine, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Moldavie, la Roumanie? Où étaient-ils? Quelle différence cela fait-il, ce qu'ils décident à Washington, ou ce que décident les Français, les Allemands, les Britanniques? Que souhaitent les peuples frontaliers de l'Ukraine? Et c'est là-dessus que l'attention devrait se porter. Ça devrait être Moscou, avec les personnes que je viens de décrire. Seule exception, l'Allemagne, car les Allemands ont une très longue histoire dans la région. Cela remonte à 1000 ans. Donc, ils ont une place légitime là-bas. Quant aux autres, laissez tomber. Ils n'ont rien à dire, qu'ils s'en aillent. Maintenant, si tu veux impliquer les Finlandais, tu peux. Je pense que le gouvernement finlandais est délirant en croyant être menacé par la Russie, ce qui n'est pas le cas. Donc, tu peux les faire venir, mais ils n'ont rien à voir avec l'Ukraine. Je pense qu'il faut revenir aux États centraux cités, plus Berlin, pour qu'ils s'entretiennent avec Moscou. Nous pouvons soutenir cela. Le président Trump peut dire « Je suis prêt à soutenir et souhaite bonne chance à tous ». Nous aiderons de toutes les manières possibles, mais sinon, qu'avons-nous à voir avec ça? Nous faisons partie de ceux qui ont déclenché cette guerre. En fait, nous en sommes grandement responsables. Cela finira quand le président Trump dira « C'est fini, je m'en vais », ce qu'il aurait déjà dû faire. Mais je suppose qu'il attendra que Zelensky le trahisse et déclare publiquement « Je n'accepterai rien de ce que vous dites ». Alors, le président Trump pourra enfin s'en laver les mains. Je pense que l'adhésion à l'OTAN n'est plus envisageable. Je crois que tout le monde en a pris conscience. C'est évidemment une ligne rouge majeure pour la Russie. Pensez-vous que l'Ukraine pourrait envisager d'adhérer à l'Union européenne? Pensez-vous que ces pays européens pourraient essayer d'une certaine manière de tendre une bouée de sauvetage à l'Ukraine à cet égard? Vous savez, je pense que l'Union européenne et l'OTAN vont toutes deux disparaître au cours de l'année prochaine. Je ne vois aucun avenir pour l'une ou l'autre de ces organisations. Pour les raisons que nous avons évoquées, les Polonais, ils méprisent collectivement l'Union européenne. Les Allemands, à qui l'on reproche habituellement le pouvoir et l'influence de l'Union européenne, en ont de plus en plus assez de l'Union européenne. Les Italiens veulent partir, les Grecs quitteraient demain matin. Je veux dire, on peut simplement continuer la liste. Qui sont les gens qui soutiennent tout ça? Ce sont ceux de l'extrême ouest. Vous savez, les gens comme la Suède qui voulaient entrer dans ce genre de choses, maintenant les Norvégiens, c'était drôle. Il y a des années, alors que je servais au quartier général suprême des forces de lumière en Europe, j'ai interrogé un général norvégien. J'ai dit « Vous êtes dans l'OTAN, pourquoi pas dans l'Union européenne ?» Il a répondu « Nous ne serons pas gouvernés par Bruxelles. » Il a dit « Les gens à Bergen, en Norvège, qui vivent au nord d'Oslo, ne font confiance à personne à Oslo. Pourquoi feraient-ils confiance à quelqu'un à Bruxelles ? » Je pense que c'est une bonne façon de voir l'Europe en ce moment. Les Européens luttent, on va dire, pour leur existence. Pas contre les Russes, mais contre des gens à l'intérieur de leur propre pays. Ils n'ont jamais voulu. Cela leur a été imposé par l'Union européenne, Ursula von der Leyen et ses amis, ainsi que par le Forum économique mondial. Ces gens-là sont les ennemis, pas la Russie. De plus en plus d'Européens le pensent. Pour moi, l'Union européenne est une impasse et va disparaître. Ce qui émergera à sa place, je ne sais pas. Mais ce sera quelque chose avec lequel les Européens pourront vivre. Et cela ne concernera peut-être pas tous les Européens. Cela n'impliquera peut-être qu'un sous-ensemble. C'est la même chose pour l'OTAN. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord était essentiellement une affaire nord-atlantique. Elle était maintenant devenue une alliance continentale à l'échelle de la Première Guerre mondiale. Et c'est une catastrophe pour tout le monde. Cela signifie que vous vous trouvez dans un coin reculé du nord-ouest de la Russie, et qu'il y a une échauffourée avec les Finlandais, ce qui veut dire que tout le continent est en guerre. Qui diable voudrait ça? Ces vieilles alliances étaient destructrices, pas utiles. Tout le monde veut vraiment, instinctivement, s'en débarrasser. Vous pourriez avoir un nouveau régime, ou un nouvel arrangement sécuritaire. Peut-être la Scandinavie, et certains États baltes, mais pas forcément tous.
Ce sera probablement l'Allemagne, peut-être avec la République tchèque. Nous ne savons pas. Il y aura quelque chose entre la Hongrie et la Pologne. Ils ont toujours coopéré chaque fois qu'ils le pouvaient. Ils ont beaucoup de points communs dans l'histoire et la culture. Ils sont très intéressés par ce qui se passe en Ukraine. Donc, s'ils sont prêts à intervenir et à faire partie de cette négociation finale pour l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine lorsque cette guerre prendra fin, alors je pense que c'est une très bonne chose. Rappelez-vous, certaines régions d'Ukraine sont historiquement polonaises ou hongroises, ce ne sont donc pas des détails mineurs. C'est pourquoi l'idée que des gens du bureau ovale décident de l'avenir est ridicule. Ils ne sont pas les bonnes personnes pour ça. Je pense que nous sommes dans une situation où l'Europe n'a pas vraiment beaucoup de cartes en main, pour ainsi dire, vous savez, pour reprendre l'analogie de Trump. Je pense que c'est pourquoi ils y sont tous allés. Nous avons cette image marquante des dirigeants européens assis ensemble. C'est un peu comme si leur se faisait réprimander par papa, comme le président de l'OTAN a appelé Donald Trump. Mais Nous savons, et je suis sûr que le président Trump le comprend très bien. La Russie gagnera cette guerre, puisqu'elle domine déjà sur le terrain, et imposera donc l'issue finale. Et je pense qu'il le sait. Il essaie de le dire à Zelensky, ce qui est une énorme perte de temps, et il essaie de le dire aux autres dirigeants européens qui étaient là. Il est temps d'accepter la réalité. Les choses sont dictées par la présence de la puissance militaire sur le terrain. Cette puissance militaire est considérable. Elle est tellement considérable que ni les États-Unis ni leurs alliés ne peuvent la repousser. De plus, aucun d'entre nous aux États-Unis, et aucun des Européens, à ma connaissance, n'a envie d'entrer en guerre contre la Russie. J'ai entendu un Russe dire « Les Européens veulent pas voir plus de Russes mourir ». Je ne pense vraiment pas qu'il ait raison. J'y ai vécu près de 10 ans. J'en sais beaucoup. Je ne vois aucune preuve que les Européens s'intéressent à tuer des Russes. Si quelqu'un s'intéresse à ça, ce sont les mondialistes dont nous parlons. Ces imbéciles du Forum économique mondial, peut-être des imbéciles Porto à la tête de l'OTAN. Mais oubliez ça. L'Européen moyen veut que cette histoire se termine. C'est exact. Et ils y mettront fin une bonne fois pour toutes. Donc, je pense qu'il faut dire qu'on n'a vraiment plus aucune carte en main, à moins de vouloir continuer à jeter d'énormes quantités d'argent par les fenêtres. Un trou noir. On n'a rien à gagner, il faut juste s'en sortir, sans plus aucune carte. Et si quelqu'un dit « Eh bien, nous sommes une puissance nucléaire, alors je l'inviterai dans une chambre capitonnée de l'asile le plus proche. » Parce qu'aucun d'entre nous, ni les Russes, ni les Américains, ne veut aller à la guerre nucléaire pour l'Ukraine, ou pour quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs. Colonel, j'ai vu plusieurs rapports qui disent que pour obtenir ces garanties de sécurité américaines, vous en avez brièvement parlé tout à l'heure, un rapport indique que l'Ukraine s'engagerait à acheter pour 100 milliards de dollars d'armes américaines, financées par les Européens pour obtenir des garanties de sécurité américaines. Qu'en pensez-vous de ces rapports? N'est-ce pas simplement la suite de ce que nous faisons depuis 3 ans? En fait, c'est de la stupidité sur pilotis. Cela ignore complètement la réalité de ce que les Russes accepteront ou non. Cela suppose que nous pouvons imposer quelque chose à Moscou qu'elle ne veut pas. Et en plus, je ne vois pas ça arriver. Je pense que cet argent va s'épuiser, il va être réaffecté et aller ailleurs. Maintenant, je suis préoccupé par le fait que nous avons gaspillé beaucoup et qu'il ne nous reste peut-être plus beaucoup de marge de manœuvre. Je ne sais pas, je parle de la puissance militaire. Mais j'ai remarqué l'autre jour que nous avons envoyé 4000 marins et marines dans une force opérationnelle navale dans le sud des Caraïbes. Apparemment dans le but d'intervenir potentiellement contre Maduro et le Venezuela. Eh bien, je dirais que si vous allez vous lancer dans ce genre d'opération, vous devriez probablement réduire les dépenses dans d'autres domaines. Donc je ne sais pas ce que les gens pensent à Washington. Mais ils continuent à se comporter de bien des façons, comme si notre puissance était sans limite. Et peut-être qu'ils pensent qu'ils peuvent continuer à dévaluer notre monnaie, en l'imprimant sans interruption. Cela pourrait se reproduire. Tout le monde a essayé, l'Empire espagnol, l'Empire britannique, tous ont tenté. Finalement, cela s'est effondré. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais au final, je ne pense pas que nous ayons beaucoup de cartes à jouer. Le président Trump a déjà joué sa carte. Il est le dirigeant du pays le plus important de l'alliance de l'OTAN. Il est le dirigeant d'un pays avec lequel les Russes veulent de bonnes relations, tout comme il a clairement indiqué qu'il voulait de bonnes relations avec la Russie.
Donc toute cette histoire de présence étrangère sur le sol ukrainien, toute intervention militaire étrangère là-bas, l'introduction d'armements américains, tout cela doit disparaître. C'est impossible. Et je pense que ce sera le cas. Oui, je veux en parler parce qu'il y a un autre point intéressant que nous avons entendu et il y a tellement de confusion ici. Et les Européens avaient dit qu'ils aimeraient avoir des garanties similaires à l'article 5 de l'OTAN. Donc, ce sont essentiellement des garanties de type article 5, mais sans être membre de l'OTAN. Je veux dire, c'est tellement confus parce que cela ne reviendrait-il pas tout simplement à admettre l'Ukraine dans l'OTAN? Exactement, c'est vide de sens, c'est stupide, ça ne mérite pas une discussion sérieuse. Encore une fois, tous ceux qui ont étudié la question, moi compris depuis des années, je remonte jusqu'en 2014 et j'étais sur Russia Today. Et j'ai été violemment attaqué et critiqué pour être passé sur Russia Today. J'y suis allé. Ils m'ont demandé quelle solution en Ukraine. J'ai répondu il faut un plébiscite. Les habitants russes de l'est de l'Ukraine devraient donc pouvoir voter pour rejoindre la Russie. Et ceux qui sont ukrainiens doivent se lever et s'identifier à l'État ukrainien. Il a demandé que se passe-t-il sans plébiscite? J'ai dit une guerre. Eh bien, vous l'avez eu. C'est une affaire conclue. Tout est sur la table pour la Russie. Nous n'avons vraiment rien de plus à dire à ce sujet. À moins que nous voulions risquer une guerre avec la Russie, ce dont je ne vois aucune preuve. Donc, il est temps de se taire, de s'effacer et de faire entrer les États que j'ai mentionnés plus tôt. Pas ces gens d'Europe occidentale, mais ceux qui sont frontaliers avec l'Ukraine. Nous pouvons l'accueillir où ils veulent. On pourrait payer la conférence, non? Nous devons suspendre toute aide militaire supplémentaire. Cela doit arriver. Au moment où Zelensky dit au président Trump « Je n'accepterai aucun accord qui implique la perte de mon soi-disant territoire. » Alors, tu es seul, c'est fini. Colonel, j'ai une dernière question ici et je voudrais un peu me tourner vers l'avenir. Je crois que la prochaine étape que Donald Trump a évoquée, c'est qu'il aimerait voir une rencontre directe entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Rencontre possible avec Donald Trump comme éventuel intermédiaire. Quelles sont, selon vous, les chances que cela se produise? Pensez-vous que Volodymyr Zelensky acceptera de rencontrer Vladimir Poutine en face à face? Et où cette rencontre pourrait-elle avoir lieu? Et quelles sont, selon vous, les perspectives pour l'avenir? Je ne sais pas. Compte tenu des déclarations actuelles de Zelensky. Ces déclarations publiques selon lesquelles il ne cédera absolument aucun territoire, quelles que soient les circonstances, me suggéreraient, en tant que président, que c'est une impasse. Alors, pourquoi s'embêter? Vous pourriez faire l'offre, mais au-delà de ça, je ne ferai rien, à moins que vous ne constatiez un changement d'ambiance. Des preuves claires et sans équivoque de la part de Zelensky, qu'il ira là-bas et négociera directement avec le président Poutine pour un accord de paix. Cela implique la reconnaissance de Louhansk, Donetsk, la Crimée, ainsi que la majeure partie du territoire de Kherson et de Zaporijia. Je suis désolé, mais c'est ainsi que cela doit se passer. Et s'il n'est pas prêt à faire cela, alors je dirais qu'il n'y a aucune raison de se rencontrer. Et cela n'arrivera peut-être jamais. En conséquence, je pense que c'est une erreur pour le président Trump de se mettre dans une position où il pourrait être humilié. Je pense qu'il a été humilié dans le bureau ovale par Zelensky lors de cette première rencontre. Et j'ai été surpris que le président Trump n'ait pas fait signe au secret service local de venir chercher ce petit homme et de l'expulser. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, j'aurais demandé qui diable a laissé entrer cet homme sans costume ni cravate? Pourquoi avons-nous permis à cet imbécile de venir déguisé? Il se moque de qui? De quel champ de bataille vient-il? C'est absurde, c'est tout simplement inapproprié, c'est ridicule. Donc je pense qu'il a déjà été humilié une fois. Je pense qu'il est beaucoup trop tolérant. Je pense qu'il devrait être prêt à lâcher prise et passer à autre chose. S'il continue à affirmer qu'il ne cédera rien ni n'agira, je pense que le président Trump devrait simplement le dire au président Poutine. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, et il refuse de vous parler. Nous aiderons par tous les moyens. Mais pour le moment, j'ai décidé de suspendre toute aide militaire et de retirer tous les Américains. Des milliers de personnes sont sur le terrain en Ukraine. Cyrus Intelligence, entrepreneurs militaires. Ils doivent tous partir.
Ça a été une véritable aubaine pour cette communauté, mais c'est le glas de l'Ukraine. Colonel, une dernière question. Ce séjour à Washington a-t-il été un succès? Pensez-vous qu'il y a un potentiel ici pour que nous arrivions au bout, ou pensez-vous vraiment que cela ne mènera à rien et cela va juste en entraîner davantage? Des difficultés sur le terrain et à la victoire finale de la Russie, prédite par de nombreux analystes. Tout simplement parce que cela s'est transformé en une guerre d'usure depuis environ 1 an et demi. Qu'en pensez-vous? Je pense que du point de vue des deux dirigeants qui se rencontrent et se parlent, et sur la base des réunions qui ont eu lieu auparavant, peu après son arrivée à la présidence, concernant la normalisation avec la Russie, je pense qu'il faudrait y revenir. Et je pense que ces réunions étaient saines et productives dans ce sens. Parce qu'au final, nous n'avons aucun intérêt stratégique vital en Ukraine. Aucun. La Russie ne menace pas l'Europe. C'est absurde. C'est un énorme mensonge. Quand il deviendra évident en Europe que c'est un mensonge, les personnes qui gouvernent l'Europe, ces élites mondialistes, disparaîtront. Et dès que Merz et ses amis partiront, je vois une reprise finalement des affaires, des liens commerciaux. Les liens culturels entre l'Allemagne et la Russie finiront par se renforcer, même si ce n'est pas immédiat. Et comme je l'ai dit auparavant, l'OTAN est maintenant sous assistance respiratoire. L'Union européenne vacille fortement. Je pense que ces choses finiront par disparaître au profit de nouveaux accords qui auront plus de stabilité, parce qu'au moins, elles seront d'origine européenne. Elles ne seront pas imposées de l'extérieur. Eh bien, colonel, je tiens à vous remercier énormément pour ces éclairages aujourd'hui. Nous avons eu beaucoup d'actualités récemment sur ce sujet et j'apprécie vraiment vos éclairages. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Et vous savez, espérons que nous pourrons parvenir à un accord de paix et à une paix durable dans la région. Et je pense que le message adressé à l'Europe est également très important parce qu'il faut trouver un moyen de travailler avec la Russie car la frontière de la Russie ne va pas disparaître. La Russie restera voisine de l'Europe. Il faut donc trouver un moyen de collaborer avec elle. Bien sûr, merci Cyrus Janssen. Avec plaisir. Merci beaucoup. Oh, merci à tous d'être arrivés jusqu'à ce point de la vidéo et d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui ici sur YouTube.